On a vu tout à l'heure dans le plan d'action commercial, on parlait uniquement du qui. Mais il y a le quoi, le comment, etc. à définir. Et donc ça peut être radicalement différent d'une entreprise à une autre. Je vais faire une digression, je me permets. Parfois, on a la description des produits, de la prestation par les dirigeants, et puis des descriptions différentes par les collaborateurs. Voilà, des travaux de clarification à faire là, avant de s'engager dans le comment. Merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Marie-Josée, sur la présentation de PKF ? Non, en fait, il y a tellement à dire. Franchement, déjà là, elle a bien synthétisé, mais c'est vrai que du coup, on est vraiment présent sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de types de clients différents. Il y a toute la partie, effectivement, on a beaucoup de sujets bon. Du secteur d'activité sur lesquels on est présent au Activity. Après notre présentation, de toute façon, il y a une demi-heure qui est prévue pour des échanges entre vous. Si vous voulez connaître un peu mieux PKF ou Ruff et Associés, vous allez voir les personnes. Tu veux nous parler de la claque ? L'entreprise La Claque a été créée en 2015 par Emmanuel, niçois d'origine et auparavant physiquement à Paris. Donc La Claque, c'est une entreprise essentiellement axée sur la découverte du café. Donc s'occupe en fait Eva, qui est chargée de projet ici à Nice, qui est en charge en fait de développer commercialement le projet de coffee shop qui ouvrira donc très prochainement au mois de juin dans le Nice. Donc en fait, je reviens à l'origine de la claque. La claque, c'était au départ donc développer cette image de marque du café, mais au travers d'événements plus sur le segment événementiel. Donc là, Eva, par contre, ça va être vraiment sur la cible boutique, coffee shop, donc une cible de clients particuliers essentiellement. Donc ça cible les clients particuliers et une clientèle locale et internationale, puisqu'elle cible également la clientèle touristique. Et par la suite, elle développera également une clientèle plutôt orientée B2B pour la partie événementielle. Donc elle développera cela auprès des entreprises pour tout ce qui est thématique de plutôt festive, team building, séminaire, puisqu'ils pourront mettre en place une activité de barista. Voilà, la cible actuelle, particulier, professionnel, donc que l'on soit amateur de café ou pas, puisque c'est faire découvrir la culture du café. Et je pense que j'ai tout dit. D'accord. Eva, vous vendez de la formation également ? Oui. C'est une autre, d'autres suspects ? Oui. Barista. Et d'autres analyses sensorielles ou méthodes douces. Et ensuite, il y a aussi les pros qui veulent se certifier. Parce que le café de spécialité, c'est encadré par la SCA, Specialty Coffee Association, et du coup, il y a quand même des vrais diplômes en fait. D'accord. D'être reconnu en tant que barista. Est-ce qu'il peut y avoir des professionnels qui vous emmènent là, des employés à eux, pour les certifier et les former ? Ok. D'accord. On y revient. Ok. Merci beaucoup. Parfait. Bravo. Merci à toutes les deux. Ouais. Marie-Josée, est-ce que tu as posé la question à Gersand là par rapport à son activité ou... Ah oui, il a fait que parler d'elle, c'est pour ça que... Peux-tu nous présenter Gersand ? On essaye de revenir sur 1 minute chacune, ça vous va ? On essaye. Oui, c'est-à-dire. Alors, Gersand Giordano, qui est responsable partenariat privé pour la CCI. Donc la CCI que tout le monde connaît, il y a une particularité, c'est qu'il y a une transformation avec une suppression des subventions. Donc retour en force du développement du partenariat pour pouvoir financer toutes les actions qui doivent permettre de développer le
positionnement sur la nouvelle marque. Donc voilà, pareil, je ne sais pas si c'est la même chose pour les associations, si elles sont identifiables de cette manière-là, mais on garde la notion de taille critique voilà, à développer. Et au-delà de ça, là, on est plus sur du suspect, mais je le dis parce que c'est hyper intéressant. Elle a sur son portefeuille aujourd'hui un 20-80 de financeurs et de non-financeurs, et elle doit partir sur de la transforme des 80 pour développer le financement. Donc on a déjà sa cible en fait. On a déjà fait. Bon ben voilà. Donc voilà, avec un travail effectivement de conquête sur les partenaires non financeurs. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et bravo à toutes les deux. Merci. Ouais. À vous les filles. Alors. Ah si, elles ont travaillé. Bon, en une minute. Ou après, bon. Après. Parce qu'elles ont bossé quand même, hein. Elles ont travaillé, oui. Du coup, c'est Manon Boissière, donc on va expliquer Oui. donc à la place business. Et donc nous, ce qu'on vend, c'est des adhésions à la place business. Et nos suspects, donc on a identifié une série d'entreprises qui sont basées donc, dans la région, précisément dans les Alpes-Maritimes, ou alors aussi des entreprises qui peuvent être basées ailleurs, mais qui ont des filiales ou des succursales ici. Et aussi les collectivités, et les gens en freelance, les associations, les fondations. D'accord. Tout est dit? C'est bon pour vous? Oui. Ok, merci beaucoup. Parfait. Le produit, il est simple, il est direct, voilà. À vous deux? Oui. Alors, je vais commencer, donc je vais vous présenter Martina Daniel. Donc Martina, déjà pour présenter son activité, elle est conseillère indépendante en immobilier. C'est une reconversion qu'elle a entrepris il y a peu de temps. Et en fait, elle a pris le parti pris aussi parce qu'elle avait déjà une belle carrière dans le domaine de l'achat, la vente, le marketing et le commerce en règle générale à l'international, de travailler avec un groupe d'une renommée importante qui s'appelle Engel & Volkers, pour la prononciation, vous m'excusez, qui a un positionnement sur la transaction immobilière spécifique puisqu'ils vont travailler avec de la clientèle internationale majoritairement. La difficulté pour Martina, finalement, dans son activité, c'est qu'elle mène une activité d'intermédiation et donc, finalement, quand on parle de ses clients potentiels, de ses suspects, elle va avoir affaire à une double casquette, une double suspect. Non seulement, en fait, elle va intervenir sur un secteur géographique bien précis dans son activité où là, tous les potentiels suspects qu'elle rencontrera qui sont propriétaires d'un bien et qui un jour décideraient de vendre pourraient être des clients potentiels, mais en plus, de l'autre côté, elle va faire affaire avec des acquéreurs qui eux aussi finalement seront ses clients, puisque c'est eux qui vont payer finalement le bien dont il ferait l'acquisition. Donc ce qui la met en avant finalement dans son activité, ben, c'est son background, puisqu'elle a travaillé dans le commerce international, elle a fait beaucoup de droit, et finalement c'est sa personnalité et c'est son expérience qui vont lui permettre de pouvoir se démarquer par rapport à sa concurrence dans finalement cette mise en relation entre un acquéreur potentiel et un vendeur. Parfait, merci beaucoup. Mais oui, Victor, tu nous as précisé, en plus du B2B, B2C, il y a l'intermédiation. Donc là, Martina a 2 clients consommateurs et qu'il faut aller chercher d'une manière ou d'une autre, qui sont pas forcément les mêmes. Et intéressant. Non, c'est parfait. Et ce que je n'ai pas précisé effectivement complètement, c'est que là, justement, aujourd'hui, un des objets de ma présence, c'était de voir ma stratégie, c'est-à-dire, je vais faire des partenariats. Je suis quelqu'un qui a toujours fait des partenariats, des mutualisations, donc des partenariats avec les immobiliers, aussi des partenariats pour avoir une valeur ajoutée avec les immobiliers, les sociétés de prestation de services, enfin, pour avoir un peu du clé en main quand les gens achètent sur la région, notamment quand ils sont étrangers. Oui, en fait, l'étape suivante va t'intéresser, mais parce qu'on va parler du travail qu'on a à faire de prospection,
une fois qu'on aura défini nos prospects. Mais toi, tu peux avoir cette réflexion pour tes partenaires, pour tes intermédiaires, et pas seulement pour tes clients finaux. Parce que dans la démarche que tu as, et notamment avec le positionnement de Engel et Volkers, il faut se baser essentiellement sur des intermédiaires. Donc ça va t'intéresser, à mon avis. Ok, merci. On peut faire le match retour. Tu vas nous parler de Victor ? Donc moi j'ai le plaisir de vous présenter donc, la société Valeur Alpha, donc Victor est directeur, conseil en investissement, donc fiscalité. La proposition de valeur de Victor, c'est effectivement l'humain et la confiance. Souvent, effectivement, dans ce domaine, en fait, il y a une défiance donc, en général. Et donc lui, en fait, il est libre de tout lien avec les banques, les assurances, donc effectivement avec de la confiance. Sa cible au niveau des particuliers, donc son suspect idéal, donc c'est quelqu'un qui a à peu près 50 000 euros d'actifs financiers disponibles, minimum. Au niveau revenu, si c'est une personne célibataire, 50 000 euros par an, un couple 70 000 euros et un revenu imposable supérieur environ à 5 000 euros. Aujourd'hui, Victor n'a pas fait de prospection particulière, c'est surtout du bouche à oreille, et a priori ça fonctionne bien. Il peut travailler aussi pour des corporates. Et effectivement, quand il y a du bouche à oreille, donc, il y a une gratification naturellement de ses clients potentiels. Mais aujourd'hui, si j'ai bien compris, il n'y a pas de travail de prospection à ce jour. Ok. Ça te convient ? Ça te convient ? Ouais, c'est plutôt bien résumé, j'aime bien. Ok. Bon, parfait. Écoute, tu demandes-lui si elle a des moments disponibles pour faire ta promotion. Bravo à votre binôme. Alors, on va en profiter pour prendre le dernier exemple, celui de Victor. Martina nous a dit, c'est suspect, il faut qu'ils aient plus de 50 000, il faut qu'ils aient telle condition et telle autre condition. Eh ben, ça, c'est ça qui répond à ta question, en fait. Et on peut voir sur le slide suivant. C'est suspect, c'est tous les particuliers qui sont en mesure d'investir, de placer de l'argent. Ça, ce sont tous ces suspects. Mais s'il s'adresse à tous ces suspects-là, il n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'en termes d'investissement, de prospection, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui tu travailles principalement sur ton réseau, c'est que si tu devais faire de la prospection pour tous les suspects qui existent sur ton secteur géographique, ça serait infini les dépenses. Donc tu es obligé, comme tu l'as fait, de réduire cette masse avec des critères. Et ça, ce sont les 4 critères qu'on applique généralement pour qualifier un suspect et pour le transformer en prospect. Donc on peut dire que les suspects de Victor sont toutes les personnes particulières qui sont en mesure d'investir, mais tous ces prospects, ce sont ces personnes qui ont plus de 50 000, etc. Donc c'est ça la différence pour passer d'un suspect à un prospect, et c'est ça qui répond Sophie. Je vois que ta question est en train de s'éteindre, parce que tu es en train de... La question que tu avais posée tout à l'heure, tu m'avais dit que tu la mettais de côté. Et ben, voilà. Et donc, est-ce que ça répond à ta question ? Alors, oui, ça répond en partie à ta question, parce que ça, effectivement, c'est l'étape suivante. En fait, ce que je ne sais pas si on arrive à le faire, parce que moi, je n'arrive pas à le faire. C'est un travail qu'on essaie de faire avec Annie, de se dire, OK, quand on a eu un client, quel a été l'effort derrière que l'on a produit depuis pas le suspect, mais depuis vraiment le prospect, pour avoir un client. Parce que c'est pour en fait dimensionner en fait l'effort de Oui. prospection. C'est-à-dire j'ai un objectif de X clients. Oui. Pour avoir X clients, Oui. combien de temps et combien je dois prospecter Oui. pour pouvoir en fait calibrer cet effort commercial. Parce qu'à un moment donné, la démarche commerciale, elle s'inscrit pour beaucoup d'ailleurs ici dans une démarche plus large qui est la gestion d'une entreprise. Et on doit consacrer à la démarche commerciale finalement un temps. Et il faut le calibrer le mieux
Alors, tu as entièrement raison. Et non, mais tu as entièrement raison. Mais malheureusement pour toi et heureusement pour nous, on ne peut pas répondre à cette question en 5 minutes dans une réunion. Par contre, si tu travailles avec nous, par exemple, non mais en fait c'est ça, c'est entre autres, parce que si ça se limitait à ça, nous on n'aurait pas de raison d'exister et vous feriez votre travail en 5 minutes. Donc ça fait partie du travail qu'on fait quand on accompagne une entreprise, par exemple. On dit dans telle entreprise, voilà, quel est votre objectif? On revient sur le schéma que j'ai montré au départ sur l'étude d'une entreprise. D'abord, on fait un état des lieux et ensuite on détermine les objectifs. Donc on va dire, par exemple, pour ton entreprise, on veut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en première année. Pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en première année, quels moyens je dois mettre pour y arriver? Et là, les moyens, ça va être par exemple un nombre de commerciaux ou des moyens en termes d'investissement sur les réseaux sociaux et sur des sites internet et autres. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va déterminer, pour avoir 1 million, quel est mon prix, mon ticket moyen. Donc par exemple, mon ticket moyen, il est de 10 000 euros. C'est-à-dire ma vente moyenne, elle est de 10 000 euros. Ça veut dire que je dois faire combien 100 ventes? Je dois faire 100 ventes à l'année. Pour faire mes 1 million d'euros, c'est 100 ventes de 10 000 euros. Pour faire 100 ventes, si j'ai un bon commercial, quel est son taux de transformation? Donc, par exemple, son taux de transformation sur des clients qualifiés, ça va être de 1 sur 3, par exemple. Ça veut dire que pour un rendez-vous de signature, je vais devoir faire 3 rendez-vous de présentation. Pour faire 3 rendez-vous de présentation, je vais devoir faire, etc. Et on remonte jusqu'à définir. On les a, bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Si on regarde, si on étudie, ça se fait, c'est un travail qui prend, je sais pas, 15 jours, 3 semaines de réflexion sur une activité. On va déterminer pour cet exemple d'entreprise que j'ai prise, sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, on va déterminer, voilà, un commercial travaille X heures par jour, il peut assurer X rendez-vous par mois, etc. Et donc, il va me falloir 7 commerciaux que je vais payer à tel prix avec les salaires actuels, plus la voiture, plus les avantages, etc. Et donc, ma force commerciale va me coûter tant à l'année. Donc, c'est exactement comme ça que ça se fait. Hein. La réflexion que tu as est la bonne. Tu n'as pas les réponses là. Pourquoi? Parce que ça nécessite un travail de le faire. Et des informations et des réflexions. Mais ta réflexion est la bonne. C'est exactement comme ça que ça doit se faire. Alors, une fois de plus, je ne peux pas te donner la réponse là parce que c'est différent pour chacune des entreprises. Mais la première étape, c'est celle qu'on a vue avant, c'est définir quels sont mes suspects. La deuxième étape, en tout cas, elle est prioritaire. C'est définir là-dessus quels sont mes prospects, c'est-à-dire lesquels, si je prends l'exemple, alors après, une fois qu'on a défini ces critères-là, on n'a pas fini le travail, c'est-à-dire qu'il y a des actions différentes à mener suivant les clients. Si on prend l'exemple de l'immobilier, un client acquéreur d'immobilier, vous mettez une maison en vente à 500 000 euros, vous avez 20 appels. 20 personnes qui veulent voir cette maison. Est-ce que vous devez aller en visite avec les 20 personnes qui vont appeler sur cette maison? Ah bah pas sûr, parce que si vous allez faire 20 visites sur cette maison-là, vous n'aurez pas le temps d'aller visiter d'autres maisons avec d'autres clients qui seront acquéreurs. Donc d'abord on détermine, est-ce qu'ils ont effectivement les 500 000 euros? Si c'est madame qui vient visiter mais qu'il n'y a que le couple qui décide, ça va poser un problème. Pourquoi veulent-ils acheter cette maison? Est-ce que c'est leur résidence principale, leur résidence secondaire? Est-ce qu'ils veulent acheter dans les 3 mois, par exemple? Non, c'est un projet à 2 ans.
Est-ce qu'il faut aller passer 2 heures à aller visiter avec cette cliente alors que ces 2 heures seraient peut-être mieux utilisées pour autre chose? Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les clients ou les prospects ou les suspects qui ne sont pas là-dessus, qui ne répondent pas à nos critères. Ça veut dire qu'il faut avoir une démarche différente. Par exemple, construire, les mettre dans notre fichier pour pouvoir les relancer par la suite et on vous montrera après comment gérer ça. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de transformer ces suspects en prospects. Ça fait déjà un écrémage. Alors, l'un des moyens, une des techniques marketing de travailler là-dessus, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le persona. C'est-à-dire que vous définissez pour votre cible, pour votre activité, pardon, et on peut même aller plus loin. Laurence, tout à l'heure, a parlé de DAS, domaine d'activité spécifique. Si on reprend l'exemple de Annabelle, elle a différentes activités spécifiques. Pour chacune de ces activités spécifiques, on doit même définir un persona, c'est-à-dire quelle est ma cible. Et si tu veux montrer le slide suivant, ça c'est un exemple de persona, ça se présente comme ça. C'est-à-dire, pour ma cible, pour ce domaine d'activité spécifique, mon persona est Fabrice, un directeur commercial, il a tel type d'activité, il vit de telle façon. Ça, ce sont des suppositions qu'on va faire sur notre cible spécifique. Et ensuite, le travail ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a défini ça, on va voir, je ne me souviens plus de ton prénom, excuse-moi, Mathilde, et on lui dit, voilà, comment je peux toucher Fabrice? Et là, l'investissement qu'on va faire sur Fabrice sera spécifique pour aller le chercher, lui. Et pas pour aller chercher les centaines de personnes qu'on avait juste avant dans la pyramide qui ne nous rapporteront rien, en fait. Donc la vraie démarche, le fond de la démarche, il est précisément là. Hein. Une entreprise, elle aura 3-4 personas et qui vont générer 90% du chiffre d'affaires. Voilà. Pour vous donner une idée. OK. Je reviens quand même. Taux de conversion, taux de transformation, ouais. On va travailler avec des points de repère par domaine d'activité, on va dire, ou dans l'immobilier. Y a des normes quand même. Alors, quand je dis dans l'immobilier, il va y avoir le marché du luxe, le marché des appartements, de centre-ville. Ça va pas non plus être les mêmes taux forcément, mais on va essayer d'avoir ces points de repère-là. Et puis ensuite, on regarde ce qui se passe. Quelle est votre réalité à vous? Dans l'entreprise, comment ça se passe aujourd'hui? C'est là où je parlais d'outils, donc on verra ça à la toute fin. Mais quels sont les outils qu'on peut mettre en place en même temps, s'ils ne le sont pas déjà, pour nous indiquer aujourd'hui, un commercial, votre commercial d'aujourd'hui, quelle est sa productivité, quoi. Est-ce qu'il fait une vente au bout de 5 visites, 10 visites ou 20 visites? C'est intéressant de le savoir. Et tout le travail, ça va être de se rapprocher le plus possible de ce qu'il faut faire. Oui, voilà. Alors, donc, une fois qu'on a fait, on va pas le faire par groupe parce que, une fois qu'on a fait cette démarche de définir les prospects, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que c'était des prospects froids. Et l'idée, c'est que ça devienne des prospects chauds. C'est un prospect froid, c'est quelqu'un avec qui vous avez établi un contact, mais vous ne savez pas si ça va donner quelque chose. Pour que ça donne quelque chose, il va falloir créer une interaction. Il va falloir l'intéresser sur vos produits ou vos services ou sur votre entreprise. Lui montrer ce que vous faites. Et ça, on a pas mal de possibilités pour le faire. On a 4 démarches possibles, en fait. Une première démarche qui serait par les réseaux sociaux. Une autre démarche qui serait par des campagnes marketing. Donc, campagne marketing, c'est campagne de emailing ou campagne de SMS, par exemple. Une autre démarche, c'est la prospection terrain. Et enfin, le réseautage. Alors, c'est les 4 axes qu'on avait choisis aujourd'hui comme axe de réflexion, quoi. Alors, on a passé un peu de temps sur le tour de table, ce qui est pas grave du tout, parce que c'était super intéressant, mais peut-être collectivement, on peut essayer de voir quelles sont vos bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des idées originales ou est-ce que vous avez fait des choses qui ont donné un impact pour faire chauffer ces prospects, c'est-à-dire pour les intéresser plus à votre entreprise?
Est-ce que vous avez fait des choses là-dessus qui ont fonctionné? Qui s'investit là-dessus? Sur quel canal? Et de quelle manière? Julia. Moi, je peux donner d'autres exemples. Il y a assez particulier, c'est l'agence de mariage. En fait, quand on a acheté cette agence de mariage, elle avait la base des clients, c'était des clients affaires uniquement. Donc nous, on a décidé de se transformer en une agence de mariage qui va avoir plusieurs activités et avoir des clients pas que l'affaire, mais aussi des clients tourisme. Et par la suite aussi déclencher sur accueil des clients étrangers ici à Nice et pas que faire voyager les Français de Niçois. En quel canal avez-vous choisi? En fait, différents canaux. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que certains canaux ne fonctionnaient pas, bien entendu, et d'autres qui impactaient plusieurs investissements qui fonctionnaient le mieux. Donc là, aujourd'hui, ce qui se passe actuellement, c'est notre suspect, ce sont des gens de passage. Parce qu'on a un emplacement stratégique sur le 10 avenue Félix-Faure. Donc c'est en face de la Rue des Verts, vraiment placement central. Donc on obtient le prospect dès qu'il pousse la porte, dès qu'il rentre à l'agence. Donc c'est cette étape-là qui est très importante pour nous. Enfin, je ne parle pas des réseaux, là ça marche. Oui. Mais quand on obtient vraiment le client le plus compliqué, c'est le suspect qui se balade dans la ville. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a changé la façade de l'agence. Donc c'est devenu une vitrine de l'agence liée à une nouvelle identité de l'agence. Nouveau logo, nouveau slogan, nouvelle agence à l'intérieur. Donc on a fait un chantier énorme, donc on a tout retransformé. Et dès qu'il pousse la porte, le suspect, donc il devient le prospect. Là, par la suite, comment on le chauffe? Il est froid. On le chauffe par notre accueil. Oui. Par les propositions qu'on a fait. Effectivement, le client, il sent déjà une autre approche parce que ce sont des locaux qui permettent de créer une atmosphère un peu, pas intime, mais un peu plus chaleureuse que le client il veut se nourrir, il veut partager. Alors, Julia, je me permets, quel est votre niveau de satisfaction aujourd'hui de ces suspects qui deviennent prospects en rentrant chez vous, en termes de chiffre d'affaires, rentabilité et profil? Je ne sais pas les chiffres, Ouais. ça devient des clients fidèles en fait. Ça se déclenche directement sur les clients qui restent. Une fois compris qu'il y a l'agence de voyage, on paye disons la marge sur ce qu'on peut réserver par nous-mêmes sur Internet. Donc nous on explique que cette marge elle est justifiée parce qu'il y a du service, il y a l'accueil. Non, j'entends bien, mais Julia, le sens de ma question, en fait, c'est que là, ce sont des leads entrants. C'est-à-dire, il n'y a pas là d'action proactive pour aller chercher ce que moi, je veux cibler. Tu es en train de parler oui, alors de la masse de suspects là sur une zone géographique qui passe devant la devanture et qui rentre. Alors, oui, comment les avez-vous fait venir au départ? En l'occurrence, c'est que vous ne les avez pas choisis. Alors, vous les avez choisis quelque part en vous implantant là. J'ai envie de dire, j'espère que l'implantation est bonne stratégiquement pour avoir la clientèle que vous vouliez viser au départ. Mais ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je referme parce que je rejoins Jean-Marc. Sauf s'ils les ont pas fait venir, c'est-à-dire sauf si on est sur une affluence qui n'est que géographique. Oui. Il y a ce qu'elle a dit, qu'il y a eu en fait le travail de ciblage, de comment est-ce qu'ils ont amené leurs suspects à passer la porte, c'est tout le travail qu'ils ont fait en amont, de retravailler leur vitrine par exemple. C'est sûr que ça peut paraître un petit peu, pas très en lien avec la partie marketing, digital, réseaux sociaux, mais en tout cas c'est un effort qu'ils ont fait. S'ils sont dans le bon quartier avec la bonne cible, tout va bien. Mais si moi, je suis votre persona, je suis dans votre cible prioritaire et que je n'habite pas dans le quartier, je passe pas devant la boutique, comment vous venez me chercher, moi? Oui, par d'autres canaux de communication. Alors c'est cela qui m'intéresse. Parce que le reste, c'est communication principalement par les réseaux sociaux ou des actions qu'on mène. Ok. Des actions avec des partenariats, les mécénats, les sponsorings, des salons, ce genre de choses. Ok, Mathilde, tu voulais intervenir? Oui. Parce qu'effectivement, ces chalands qui viennent dans l'agence à Félix-Faure, finalement, il y a eu auparavant de la réassurance par les articles qu'on voit dans la presse, par la communication sur les réseaux, par le site web. Et
c'est l'omnicanalité, c'est les investissements là, de communication qui s'étendent dans le temps aussi. Voilà, il faut pouvoir le faire et viser juste. Ça coûte très très cher cette affaire-là. Ben, je pense que nous, on s'est rendu compte que tout est lié en fait. On ne peut pas faire que la communication sur les réseaux et derrière, Bien sûr. on n'assure pas derrière si les équipes ne suivent pas, si l'accueil n'est pas bon. Donc c'est l'image, vraiment. Et l'image, elle doit être complète, identique. Ok. En parlant d'image, j'ai une question à vous poser sur les réseaux sociaux. Qui communique sur Facebook pour son activité professionnelle? Ok. 2. On a un service communique, je ne le fais pas moi-même, heureusement, mais on a un service communique Sur Facebook. sur Instagram. Moi, je demande précisément sur Facebook. Oui, sur Facebook, ils communiquent. Ouais. Qui communique pour des réseaux professionnels sur LinkedIn? D'accord. Ok. Est-ce que, et Mathilde, peut-être si tu veux intervenir Ouais. là-dessus, est-ce que vous faites un lien direct entre votre activité, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire B2B ou B2C, et le réseau social sur lequel vous communiquez? Oui, c'est-à-dire que moi, pour moi, même si c'est pas moi qui le gère, le compte Facebook qui s'adresse beaucoup plus à un B2C, tandis que le LinkedIn, mais là c'est différent encore une fois parce que c'est mon compte perso, lui il est beaucoup plus pour le B2B. Donc tu as une différence. Instagram aussi c'est plutôt B2C, tu as une différence effectivement de à qui tu t'adresses et pourquoi en fonction du réseau. Oui, voilà. Oui, c'était ça le sujet, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée de définir le suspect, le prospect, de préciser nos catégories, c'est de choisir après nos supports de communication. Il y a autre chose aussi, enfin, nous je sais que c'est un peu à l'allemand de force de frappe, mais c'est clair qu'on a une équipe marketing digital, il y a un tableau de bord digital pour tout le monde. Donc en fait, au niveau visibilité et notoriété, on reçoit tous le même message et tous, les lundis, mardis, mercredis de la semaine, on a le même message qu'on va tous envoyer. Donc il y a Fort ça. 200 personnes qui envoient le même message. Et donc, c'est comme puissant. effectivement, on n'était pas très connus en France, et sur la Côte d'Azur jusqu'à présent, enfin, on est en développement. Il y a l'agence de Nice qui ouvre bientôt, la rue de la Liberté. Parce que d'être sur les réseaux, si on n'a pas beaucoup de followers, ça ne sert pas à grand chose en fait. Donc il y a aussi cet aspect visibilité et notoriété. Donc moi par exemple, je ne suis pas très suivie, parce que je ne suis pas là depuis longtemps, et donc, mais en fait, il y a cette force de frappe. Et à force de voir Edgar Fokker, les gens vont... C'est fort. Ça coûte pas cher. Voilà. Oui. Ah, oui. C'est le principe dont on parle parce que vos clients, vos prospects, une fois qu'ils seront chauds, c'est-à-dire qu'ils auront reçu de l'information et idéalement échangé de l'information avec vous, ils seront prêts à entendre beaucoup plus vos propositions que s'ils sont froids. C'est l'intérêt des campagnes marketing. Est-ce que certains d'entre vous font des campagnes marketing, des campagnes d'emailing ou de SMS? Oui. Non? Comment ça se passe? Oui. Alors, Marie-Josée. dans le cadre essentiellement des conférences qu'on organise. On communique par mailing auprès d'une base de clients et de prospects, éventuellement des prescripteurs, enfin éventuellement ils viennent jamais les banques. Non, je plaisante, je rigole parce que j'aime bien taquiner tous les prescripteurs un peu banques, assurances, qui ont toujours plein d'argent pour faire plein de choses. Ce sont surtout les événements. Donc nous on fait des campagnes d'emailing de ce type, voilà, principalement pour les conférences, mais aussi pour tout ce qui est actualité qui va toucher. Là, on a fait un emailing, il y a eu un changement de réglementation sur tout ce qui est occupation d'appartement. Vous êtes peut-être au courant, il y a des déclarations à faire, qu'on soit français ou étranger, créer un compte. Donc on a fait une grosse campagne sur tous nos clients qu'on a dans l'immobilier. D'accord. Voilà, meubles meublés, étrangers. Donc c'est vrai que voilà, c'est lié à des événements, mais aussi à des actualités réglementaires qui peuvent impacter nos clients. Et on a fait une campagne LinkedIn aussi pour attirer des potentiels prospects. D'accord. J'ai Ouais. démarché Martina, d'ailleurs, via le réseau LinkedIn. C'est vrai? J'ai Ouais. envoyé une invitation via ce réseau pour un webinaire qu'on a organisé sur... Oui, mais en fait, c'est le matin de notre réunion commerciale tous les mardis. Non, mais Donc, parce que j'aurais bien aimé...
J'aurais bien aimé participer, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un autre créneau, parce que moi je ne pouvais pas. Ouais, parce que le mardi matin, je ne peux jamais. Et moi, ça m'a permis de monter un page. Voilà, donc vous avez vu la démarche qu'on vous a présentée sur les suspects, les prospects chauds. Après, l'étape suivante, c'est la négociation. On ne va pas avoir le temps de travailler ça aujourd'hui, une prochaine fois si vous voulez. En fait, toute la problématique pour moi, c'est pas de faire ce travail, c'est comment le faire. Et ce qui est fondamental, tu veux passer sur l'idée, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il est indispensable, si on veut avoir cette démarche, d'avoir un CRM. Donc, je ne sais pas si tout le monde maîtrise le CRM, Customer Relationship Management. Donc, c'est un outil qui permet de faire tout ce travail dont nous avons parlé. C'est-à-dire, vous enregistrez dès que vous croisez quelqu'un, dès que vous pouvez récupérer une base de données ou une autre, vous venez à la SCCI, vous prenez toutes les références, ça fait votre base de suspects, et ensuite vous travaillez cette base, par exemple en envoyant des emailing. Alors, nous, on vous a mis l'exemple de Axonote, qui est le CRM leader des TPE et PME, et c'est celui sur lequel on travaille et qu'on va installer chez des clients également, et qui est un outil fantastique. Hein, c'est un outil incroyable, et qui n'est pas très cher, et qui vous permet, ne serait-ce que juste faire votre facturation, et ensuite de pouvoir faire tout le travail dont nous avons parlé avant. Tout ce travail n'est possible que si vous utilisez un CRM. Si vous faites ça sur un tableau Excel, c'est mort d'avance. Je vous le dis, c'est pas possible. Donc, si vous voulez avoir un suivi, vous le faites sur un CRM qui va vous permettre, dans un CRM comme celui-là, mais ils le font pratiquement tous, d'envoyer un emailing, de contacter vos clients, de prendre vos rendez-vous, et de faire, si tu veux passer le suivant, de faire ce qu'on appelle le pipe, c'est-à-dire le suivi d'opportunité en fait. C'est-à-dire, vous savez en permanence quelle est votre activité des mois à venir, vous savez ce que vous avez signé, vous savez ce que vous avez en devis, avec des probabilités de réussite. Donc, je travaille sur cette offre, et avec une probabilité de 6% de réalisation, et puis quand ça va passer à l'étape suivante, je vais avoir par exemple 20% de réalisation, et vous savez votre activité des mois à venir. Voilà. Nous sommes convaincus que toute cette démarche est nécessaire pour pouvoir acquérir de nouveaux clients, sauf si vous décidez de travailler uniquement par réseautage, par bouche à oreille, etc. Mais si vous voulez faire un travail de prospection, tout ceci n'est possible qu'avec l'utilisation d'un CRM. Voilà, si vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a présenté, on écoute. Tu veux dire le choix de l'outil, c'est ça? Le choix de l'outil et l'efficacité et la gestion qu'il y a derrière. C'est-à-dire que plus il y a de collaborateurs qui ont la main et qui sont impliqués sur le CRM, plus il va falloir, la chose que c'est précisé, mettre une culture de l'outil. C'est-à-dire que l'outil, si derrière ne va pas imposer, je dirais, coordonner en interne, piloter. Oui. Pour qu'il soit au service. Alors, je ne peux que partager ton avis, c'est-à-dire que nous, si nous allons dans une entreprise et que nous leur recommandons toute cette démarche dont on a parlé avant, on leur dit, si vous vouliez y arriver, la seule solution, c'est de mettre en place un CRM. S'il y a une ou deux personnes
ils n'ont pas besoin de nous, surtout avec un CRM aussi facile que celui-là. S'il y a une dizaine de personnes, ou par exemple 5 commerciaux, c'est obligatoire que, par exemple, nous fassions une formation et une motivation des gens là-dessus. Sinon, ils n'iront pas dessus. Ça ne marche pas. Tu as raison à 100%. Mais le problème, c'est que dans une structure plus importante comme celle dont tu parles, dans le budget initial, il faut prévoir le coût du CRM, mais en plus le coût de la formation et le coût de l'accompagnement. Si tu lances que le CRM et que tu mets pas la formation qui va avec, ça peut pas marcher. Sauf, et c'est pour ça que j'insiste, sur ce type de CRM, pour des gens qui travaillent seuls ou à 2 ou à 3, ça marche très très bien et il n'y a pas besoin de formation spécifique là-dessus. Ouais, mais tu vois, la difficulté aussi, je prends le cas de franchisés, grandes enseignes comme nous, c'est qu'on nous impose des outils qui ne sont pas fonctionnels, qui obligent à refaire. Si moi je mets un CRM pour mon outil commercial pour pouvoir piloter, ça oblige mon équipe à rentrer les données, les acomptes, les devis, tous les trucs sur l'outil imposé par Marriott, l'outil pour moi de suivi, utiliser encore autre chose pour la facturation, pour le resolution, pour autre chose. Alors, Les filles, elles alors, la première chose, quand on étudie ce genre de problématique, d'abord on va étudier votre outil. Et on va voir si votre outil vous permet de faire ce genre de démarche. Si l'outil vous permet pas, si l'outil vous permet de le faire, alors nous ce qu'on propose c'est une formation pour y arriver. Parce que les gens n'y vont pas spontanément, c'est exactement ce qu'elle disait. Donc on propose une formation pour le mettre en place. Et si l'outil ne permet pas de le faire, ensuite on étudie si avec un outil comme celui-là, on peut avoir une interface permettant d'avoir une saisie unique. Parce que s'il y a 2 saisies, ça marche pas non plus, c'est sûr. Ça c'est impossible. C'est la grosse difficulté, c'est ça, c'est pouvoir adapter les outils en place aux besoins réels de pilotage. Mais souvent, dans ce que j'ai constaté dans les entreprises, souvent, l'outil permet mais la volonté n'y est pas. Et c'est pour ça que nous, dans ces cas-là, on va d'abord examiner si l'outil le permet. Et si l'outil le permet, ensuite on propose un accompagnement pour faciliter la mise en place. Et ça marche. Si l'outil le permet. Parce que certains ne le permettent pas. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est tout l'intérêt d'un CRM, c'est que tu vas pouvoir mettre des rubriques et très facilement, et donc ensuite tu vas pouvoir faire des analyses différentes. Oui, oui, c'est très facile. C'est très très facile. Parce que chez La Claque, ils utilisent Axonote aussi ? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des clarifications, ou c'est bon pour vous ? Sophie ? C'est bon ? Dans ce process-là, toute la démarche commerciale, pour moi, c'est un temps de réflexion, de choix stratégiques à faire. C'est du bon sens aussi. Parce que quelquefois, on attend la baguette magique, sauf qu'il n'y a pas de baguette magique, c'est juste la réflexion, du bon sens, de la cohérence. De la cohérence entre les choix que je fais et ce que je mets en action pour atteindre mes objectifs. La cohérence dans les canaux de réseaux sociaux, de la cohérence dans la prospection terrain. J'en fais pas. Comment je vais le faire? Où est-ce que je vais aller? Qui je cible? Non, etc. C'est un enchaînement de tout ça et ce qui permet en même temps la réussite de toute cette démarche, ce sera un outil, d'une manière ou d'une autre. On n'y échappera pas. Donc l'expert comptable, il a son outil, le commercial aussi, et le manager commercial pour piloter le tout.
Mais ça vous parle quand je parle de bon sens, de cohérence, de courage aussi. Le commercial, c'est tout ça. Donc, est-ce que vous êtes arrivé déjà, vous, pour vos propres activités, à comprendre finalement cette base illimitée, souvent, parce que je l'ai entendu, de suspect, et tout ce travail que vous avez à faire de mise en cohérence de qui je vais cibler, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce qui me rapporte le plus, quel est le produit qui va me permettre d'entrer chez le client, c'est pas forcément celui qui va me rapporter le plus dans un premier temps, et qui je cible, qui je vise, sur quels critères, voilà. Et tout ça devient cohérent et vous fait avancer dans la bonne direction et avec l'énergie qui est la vôtre. C'est-à-dire, on parlait d'investissement, c'est des investissements financiers, mais des investissements humains aussi, d'énergie personnelle. Avez-vous d'autres questions? À quoi n'avons-nous pas répondu encore? C'est la big picture, comme on dit, on essaye de donner là des orientations, des guides, des pistes de travail, parce que ce ne sont que des pistes de travail et des choses en devenir. Ça va? Il y a un moment d'échange, je crois, qui est prévu. Oui, oui. Autour du café, s'il en reste. Il y a une question, oui. D'accord. Merci à tous pour votre écoute et au plaisir d'échanger.